Mais en fait, l'expérience client, elle va aussi provenir de la personne, de l'être humain que tu as en face de toi. Je pense que quelqu'un qui rentre chez nous, il est tout de suite capté par la vérité d'un lieu. Il y a une volonté infinie de proposer le plus beau produit possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneure fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Lafont, fondateur de Colincourt, une maison de souliers. Alexis a une obsession, faire de belles choses. Les souliers, les patines, l'univers de ses points de vente et de manière générale l'expérience client. Tout est beau chez Colincourt. Alors avec Alexis, on a parlé de stratégie d'onboarding, de mettre plus de vérité que de marketing dans nos entreprises, mais aussi de la civilisation Amazon et de comment cela impacte les habitudes des consommateurs. Le tout, évidemment, en parlant de sa vision de l'expérience client chez Colincourt. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très très bonne écoute. Hello Alexis. Salut Marine. Bon, écoute, après cette petite introduction logistique et raccordement technique, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi. Eh ben écoute, c'est réciproque. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, c'est une mise en relation qu'on nous a faite, puisque c'est un de mes anciens invités, Damien Newtons, qui m'a recommandé de t'inviter sur le podcast. Et en plus, du coup, juste avant, on vient de discuter de d'autres points communs qu'on avait, donc comme quoi le monde finalement est assez petit. Oui, c'est Damien, il est client chez Colincourt, donc j'imagine, ou en tout cas j'espère pour tes auditeurs, qu'il a une bonne expérience client chez Colincourt Ah ben, il t'a recommandé en et que c'est positif. et que c'est la raison pour laquelle il nous a mis en relation. Oui, et ben, je n'en doute pas parce que c'était la question en gros, c'était oui, c'est quelle est l'une de tes meilleures expériences clients? Qui est-ce que tu voudrais venir entendre parler sur le podcast? Et il m'a dit, il faut que tu contactes Alexis Lafont de Maison Colincourt. Voilà. Cool, super. Eh bien alors justement, est-ce que tu peux me dire, Alexis, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, moi, je suis une espèce d'hybridation entre euh, une volonté d'exprimer une créativité, c'est-à-dire l'hémisphère créatif d'un cerveau et l'autre hémisphère qui va être plus pragmatique, plus business, et ça se reflète en fait dans mon parcours, à la fois de vie et professionnel, parce que j'ai commencé le dessin, la sculpture hyper jeune. Ensuite, j'ai beaucoup pratiqué la photo jusqu'à pouvoir en commercialiser. Et Mhm. en parallèle de ça, j'ai eu un parcours académique très classique, c'est-à-dire prépa, école de commerce, un autre diplôme en Irlande, et puis ensuite l'équivalent d'un PhD à Central Paris. Donc deux trucs complètement différents qui n'ont rien à voir. Un parcours académique hyper classique, et de l'autre côté, disons, une fibre plus artistique qui me démangeait. Et je pense que Colincourt, c'est un petit peu le résultat du mariage de ces deux hémisphères. Mais c'est super quand on arrive à allier les deux. Enfin, moi, je suis vraiment hyper admirative. C'est une chance, c'est vraiment une chance incroyable. Et pour être tout à fait honnête, je comprends vraiment très très bien pourquoi, dans l'histoire de la mode, tu as pu avoir des tandems mythiques comme Saint-Laurent, Berger et d'autres, parce que c'est vraiment
deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est parfois... alors, pour moi, c'est une chance de pouvoir faire les deux. Et c'est aussi, je pense, parfois un problème parce qu'il faut arriver à vraiment compartimenter les choses et c'est pas toujours évident. Mmh, ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et alors, parle-nous de Colincourt. Alors, Colincourt, c'est une très jolie, j'espère, maison de souliers. Mmh. Euh, Il y a un certain nombre de particularités, mais je vais commencer juste par un petit aspect historique. Je travaillais en stratégie, et puis il y a eu un événement dans ma vie personnelle assez grave de quelqu'un de ma famille dont j'ai dû m'occuper qui s'est produit et ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit bah, je pense que c'est le moment pour moi de tenter quelque chose de plus profond et de plus proche de ce que je suis. Euh, Là, j'ai commencé à travailler sur un concept, alors quand je dis concept, ça englobe tout un tas de choses, hein. C'est à la fois de la créa, des produits, une façon de communiquer sur ces produits, euh, une espèce de pomme comme ça qui doit être parfaitement cohérente quand tu la tournes, quel que soit la facette avec laquelle tu vas la prendre et la regarder. Ça prend un peu de temps, surtout que l'univers du soulier masculin, c'était, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, euh, vraiment un circuit fermé, hein. Euh, il n'y avait que des maisons historiques, que des maisons séculaires, des vieilles anglaises, comme je les appelle, Mmh. et quelques vieilles françaises. Euh, et c'était pas évident d'exister au travers de cette forêt de mammouths, quoi. Voilà. Et donc il fallait vraiment, vraiment bien ciseler les choses. Et lorsqu'on était prêt à arriver avec un projet qui soit complètement finalisé, qui soit lisible, qui soit clair, et surtout, le plus important, qui puisse exister. Et pour qu'un projet comme ça puisse exister, bah, il fallait taper juste. Et c'est là notamment où ça commence à recouper avec la notion d'expérience client. Parce qu'à la fin, c'est le client qui fait vivre une maison. Mmh. Et c'est très, très, très instantané, quoi, hein. Ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc, donc voilà. Donc je dis on toujours. Alors très souvent, les journalistes me posent la question. Ils me disent mais pourquoi vous dites on tout le temps? Je dis on parce que j'estime que c'est une aventure collective. D'une part avec les gens qui m'entourent de mon équipe, d'autre part avec les clients, et enfin avec tout un tas de gens qui peuvent graviter autour de tout ça, dont je me nourris et qui favorisent euh, une réflexion, parfois une remise en question ou une vision. Et c'est vraiment un sujet important. Donc voilà, sois pas surprise si régulièrement je dis on, c'est parce que je le vis comme ça. Euh, je Moi reviens aussi, à Colincourt. j'ai la même pathologie, si on peut appeler ça Ouais, une bon. pathologie, mais ouais, voilà. Peut-être parce que je suis plusieurs dans ma tête, après, c'est un autre débat. Alors, on va être 5 ou 6 sur ce podcast. Ou 10. Donc, je reviens à Colincourt. Pour faire hyper simple, Colincourt, c'est une maison de souliers française qui apporte, je l'espère, une vraie singularité au niveau du produit, au niveau du design. Euh, on propose que des produits qui sont élégants, qui sont racés. Alors c'est une notion subjective, mais quand même, on est plutôt de ce côté-là de l'iceberg. Euh, et derrière, on va être très très fort sur tous les sujets de customisation, personnalisation, de façon à pouvoir proposer aux clients de partir d'un produit et de le ramener le plus proche possible de lui, en fait, de la façon avec laquelle il va se percevoir, etc. etc. Donc concrètement, ça prend la forme suivante. Chez nous, vous pouvez acheter soit un soulier qui est déjà tel quel, et c'est très bien, on appelle ça le ready to wear en anglais. Ensuite, il y a le niveau 1 de la personnalisation qui va passer par le service de patine. Au moment où je Mmh. te parle, mes mains sont vertes et bleues. Je t'enverrai une photo si tu ne me crois pas. euh, et parce que j'ai fait des patines cet après-midi. Et la patine, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va teindre, on va colorer, on va apporter du pigment, des reflets, une lumière, une profondeur à la matière. Donc, on part d'un cuir qui est brut, qui est couleur coquille d'œuf, et on va lui apporter toutes ces nuances de couleurs de façon à obtenir in fine la teinte exacte que le client souhaite. C'est-à-dire que ça nous permet de sortir
du soulier marron foncé ou noir. En revanche, j'insiste et j'en profite ici parce que les gens souvent ne le savent pas, chez Colincourt, vous pouvez aussi obtenir des souliers noirs ou des souliers marron foncé. Voilà, c'est hyper important. Mais si vous voulez un bleu électrique, on a des commandes qui sont complètement barjots. Il y a des choses, vraiment, l'éventail est infini. La seule limite qui va exister, ça va être l'imagination du client, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le travail artisanal qui consiste à transformer la matière cuir pour en modifier la couleur. Voilà. Et ensuite, on a le niveau 2 de la personnalisation. Là, on appelle ça, alors je suis désolé, c'est toujours un peu des anglicismes, mais on appelle ça MTO. MTO, ça veut dire Made to Order. Je traduis, ça signifie commande spéciale. Juste pour bien poser les choses, une commande spéciale, c'est quoi? Là, pour le coup, on va fabriquer à l'unité une paire de souliers sur la base des spécifications du client. C'est-à-dire que tu arrives chez moi et tu vas pouvoir choisir, en fait, tu vas partir d'un modèle qui te plaît et tu vas pouvoir modifier la forme, c'est-à-dire le volume de la chaussure et en fait son esthétique, parce que la forme, c'est très important dans l'esthétique d'une chaussure, au-delà même de la notion de confort. Tu vas pouvoir ajouter ou supprimer des tas de détails comme les perforations, la couleur des boucles, si on parle d'une chaussure à boucles, enfin la couleur du métal. Tu vas pouvoir choisir le montage. Le montage, c'est la façon avec laquelle la semelle est assemblée au soulier. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, il y a quelques noms assez connus comme le montage Goodyear ou le montage Blake, etc., etc. Tu vas pouvoir choisir évidemment les matières, c'est-à-dire que tu peux faire à la limite, juste pour que les gens comprennent bien, on pourrait faire un soulier bimatière en veau velours rouge, crocodile bleu et puis cuir de veau traditionnel noir. Voilà. Donc, en partant via le service de MTO, tu peux vraiment absolument tout imaginer. Et on est une des très rares maisons à proposer un service comme ça aujourd'hui sur le marché. Quand je dis sur le marché, c'est pas le marché parisien ou français, c'est vraiment le marché mondial. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a peut-être entre 5 et 10 maisons dans le monde qui proposent un service comme ça. Waouh. Et du coup, c'est voilà, c'est quelque chose qui est super chouette. Ouais, bah écoute, et je pense que c'est une de vos grandes forces en fait, la possibilité de personnaliser le produit. Alors j'apprécie que tu formules les choses comme ça, en disant une des grandes forces, parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a le degré d'expertise de notre staff, le degré de Mm. passion qu'on essaye de communiquer à nos clients, que ce soit via le digital ou via nos points de vente physiques, ou d'ailleurs via les interventions que je peux produire moi-même. Il y a ça, il y a une volonté infinie de proposer le plus beau produit possible en termes de niveau de qualité. Vraiment, on coupe les cheveux dans la longueur toute la journée. Je rentre pas trop dans les détails maintenant parce que sinon ça peut durer longtemps. Mais c'est une vraie obsession chez nous, la qualité. Et peut-être qu'on pourrait rajouter aussi quand même une dimension esthétique. On est aussi, je crois en tout cas, même si c'est en train de changer un petit peu, parce que les codes de la mode aujourd'hui sont vraiment en train d'être bousculés, euh, il y a une espèce de mouvement comme ça dans le footwear mondial où évidemment la basket prend plus de place, etc. etc. Mm. Et nous, ça fait très très longtemps qu'on a ouvert le spectre de nos propositions produits pour ne pas faire que du soulier habillé. Donc on est très habitué à ça depuis toujours. Notre première collection d'espadrilles, elle date d'il y a 10 ans. Tu parlais de bottes de chasse tout à l'heure, c'est des produits aussi qui existent depuis quasiment une dizaine d'années. Donc voilà, on a toujours cherché à proposer un panel de produits qui répondent en fait un peu à tous les usages qui peuvent s'avérer nécessaires quand tu es un homme. Ça va de l'espadrille l'été jusqu'à une botte contre la neige l'hiver, en passant par des mocassins d'été habillés, des souliers de cérémonie, tout un tas de choses. Et en fait, moi, je m'éclate justement grâce à ça au niveau créa, parce que c'est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là, parce que ça me permet de m'exprimer dans tout un tas de domaines. Et je crois pouvoir dire, en tout cas c'est ce que confirment nos clients, que les gens retrouvent dans chacun de ces produits vraiment un ADN Colincourt.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est super chouette parce qu'on parle beaucoup de marque en marketing. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui n'en sont pas. Et je pense que pour être une marque aujourd'hui, c'est très important d'avoir une colonne vertébrale au niveau de la direction artistique et de cette singularité que tu vas amener dans l'ADN et dans les veines de ton produit. Voilà. Mm. Euh, et ensuite, peut-être un dernier point, on est assez fort au niveau du confort parce qu'on travaille énormément cette partie-là. Et puis, euh, et puis voilà, je m'arrête là parce qu'après je pourrais continuer pendant 2 heures là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on refocus sur l'expérience client à proprement parler. Non, non, mais t'inquiète pas. Je trouve ça hyper intéressant et c'est très important, en fait, de suivre la vie de son client. En fait, la réalité, c'est que ton client, il a plusieurs vies et donc du coup, de pouvoir l'accompagner de façon aussi transversale, que ce soit, la journée, le soir, le week-end, pendant ses vacances, en fonction de la saison. Bah, en fait, il sait qu'en gros, il va pouvoir trouver ce dont il a besoin chez Colincourt. À partir du moment où il est sensible à l'esthétique de départ, ouais, tout Bien à fait. sûr, et du coup, toujours retrouver cette colonne vertébrale, dont tu parles et concrètement, alors raconte-moi, quelle est l'expérience client à partir du moment où tu pousses la porte, s'il y a des portes, d'une boutique Colincourt? Euh, c'est amusant parce qu'on m'a jamais posé la question sous cette forme-là. Et je trouve ça chouette parce que j'essaye en fait de me mettre à l'opposé, c'est-à-dire à la place d'un client et puis poussons le jeu à la place d'un client qui connaîtrait pas bien le soulier. Comme ça, c'est peut-être Mmh. encore plus amusant parce qu'il a même pas d'idée reçue ni rien. Je pense que quelqu'un qui rentre chez nous, il est tout de suite capté par la vérité d'un lieu. Je dis un lieu parce qu'on a plusieurs lieux et chacun sont assez différents et c'est volontaire. Je Ah m'explique. d'accord. Le syndrome, tu pars en vacances quand il fait très froid. Alors je sais, en ce moment, c'est pas vraiment la mode. Il fait très froid là où tu te trouves. Tu pars en vacances. Imaginons que tu arrives aux Seychelles, tu sors de l'avion et tout à coup, tu es envahi par ce sentiment de chaleur, d'humidité, pardon, de lumière, etc. C'est quelque chose de très différent de ce qui peut t'arriver dans ton quotidien à Paris, par exemple. Eh ben, sans aller jusque-là, mais je pense qu'un client qui ne connaîtrait pas la maison, quand il rentre chez nous, il va vraiment capter qu'il est dans un lieu spécial, spécifique. Alors pourquoi? D'une part, je pense qu'on fait quand même des beaux objets, ils sont exposés dans des jolis petits écrins, et donc il y a quand même une dimension visuelle qui est assez forte. La deuxième chose, c'est que presque volontairement, je laisse mes magasins se patiner avec le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir des taches de teinture sur la moquette, tu vas avoir les assises qui vont être un tout petit peu, qui vont avoir vécu. Euh, et nous, en fait, en plus de ça, tu vas avoir un aspect visuel hyper important, c'est que quand tu rentres, tu vois nos artisans en train de travailler. Mmh. Alors, aujourd'hui, c'est moins surprenant que ça l'était il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que à l'époque où nous, on a commencé à faire ça, on s'est dit, on veut montrer notre artisanat. Donc, c'est un peu le principe qui est devenu après mainstream de cuisine ouverte. Mais on était vraiment parmi les premiers à le faire dans l'absolu, cuisine ou pas cuisine d'ailleurs. Cuisine, artisanat ou tout ce que tu veux. Avant, l'artisanat se cachait. Bien Avant, sûr. l'artisanat était la partie manuelle, et puis bon, tout ce qui était manuel était un petit peu sous-valorisé. Et en fait, on Ouais, a c'était pas très insisté, sexy. exactement, on a assisté à un U-turn absolu de la perception que les gens ont de l'artisanat. Je pense que ça se perçoit partout, tout le temps, hein, vraiment au Mmh. quotidien. Et en fait, je pense qu'on a été assez précurseur là-dessus. Et quand tu parles d'expérience client, bah ça, c'est vachement important parce que je pense que l'expérience client, elle commence par ce que le client ressent avant même que tu lui aies adressé un quelconque bonjour. Et pour terminer un peu le 360, on a parlé du visuel, on a parlé du fait de capter le fait que c'est un lieu qui vit. Et je rajouterais qu'il y a les odeurs, parce que chez nous, on utilise des cires, on utilise des crèmes, il y a l'odeur du cuir, et tout ça, c'est assez présent hein, dans les lieux qu'on occupe. Et donc, je pense que tu plonges dans une sorte de marmite un peu magique. euh, et que si tu es sensible à l'artisanat, bah c'est vraiment une expérience qui est hyper chouette. Et le premier contact, il va commencer par ça. Euh, et ensuite, évidemment, la personne qui est là pour s'occuper du client va prendre le relais, va s'occuper de toi. Euh,
y aurait tellement de choses à dire, hein, mais je vais essayer d'être synthétique. Une chose qui est fondamentale, et moi je l'ai toujours choisi comme ça, et si demain Colincourt devait être 10 fois ou 100 fois plus gros qu'aujourd'hui, ça resterait comme ça. La personne qui s'occupe de toi, c'est-à-dire qui t'accueille, qui va te parler du produit, qui va te chausser, est aussi, et c'est fondamental, la personne qui va réaliser la patine sur tes souliers. C'est-à-dire Ah que oui, ok. le vendeur, alors c'est un mot que je déteste parce que d'ailleurs on a une maladie chez Colincourt, c'est qu'on on n'est pas des vendeurs. C'est un peu une maladie. Mais appelons ça quand même, ou le conseiller de vente, comme on dit dans les grandes Ouais. entreprises, les conseillers de vente sont aussi les artisans. Et en fait, pour moi, c'était une nécessité absolue parce que c'était l'idée même de toucher la vérité d'un produit, de toucher la réalité du produit. Euh, et du coup, tu parles pas à quelqu'un qui en fait te baratine parce que il sait pas de quoi il parle. Pour arriver à faire des patines chez nous, chez Colincourt, qui vont être livrées à un client pour de vrai, il faut au minimum 1 an d'expérience. C'est excessivement long, hein. Je sais pas si tu te rends compte, c'est immense, quoi. Non, mais c'est que je me Euh, projette ton process de recrutement, tu vois, et ouais. d'onboarding au final, et je me dis, non, mais attends, comment tu fais ça? Bah, franchement, ça fait partie des aspects assez complexes, euh, mais ça me semble tellement fondamental que voilà, on essaye de ne pas faire d'exception à ça, parce que ouais, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est une vérité en fait. Et puis, je trouve ça absolument génial. On parle souvent de l'expérience client en se positionnant côté client. Mais en fait, l'expérience client, elle va aussi provenir de la personne, de l'être humain que tu as en face de toi. Mais ça, c'est véridique. Enfin, Oui, sauf que les entreprises voient très rarement les choses de ce côté-là. Ils sont complètement focus sur le client, mais en fait, le client, son émotion, son ressenti est un rebond qui provient du vendeur, appelons ça un vendeur. Euh, et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que pour moi, quand un de mes vendeurs, et d'ailleurs c'est amusant, pour l'anecdote, j'en ai un d'entre eux qui, il y a 3 jours, m'a envoyé un SMS en me disant j'ai reçu tel client, je lui ai remis ses 3 paires, il a quasiment pleuré en les voyant, c'était un des meilleurs moments de ma vie professionnelle. Voilà, bah, en fait, ça, quand tu arrives à mettre ça en intraveineuse dans les bras des gars qui bossent avec toi, je pense que c'est fabuleux. Euh, ce que je veux dire, c'est que quand la personne qui vend est aussi la personne qui va faire, du coup, elle va récupérer les lauriers qui vont avec la vente, pas que au niveau pognon ou mathématique ou vente, mais aussi juste du plaisir du client, de l'émotion du client à laquelle il va assister quand il va remettre les chaussures. Et du coup, il y a une gratification incroyable pour cette personne-là qui travaille avec moi. Et comme il y a cette implication jusqu'au bout, et ben du coup, le gars que tu as en face de toi quand tu viens chez Colincourt, il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus animé que s'il suffisait uniquement de réciter un discours de vente tout fait, quoi. non, mais c'est sûr, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que tout ça, ça rejaillit sur le client aussi. Je déteste, tu vois, quand tu rentres dans une boutique et que tu as une personne qui s'occupe de tel portant de vêtements, de telle zone de vente, et qu'ensuite tu passes à une autre pour l'encaissement, etc. Je comprends qu'il faille s'organiser, mais en même temps, enfin, tu commences à choisir. C'est une expérience qui est aussi extrêmement personnelle, et du coup, tu commences à être accompagné par quelqu'un, et puis d'un seul coup, tu changes d'humain. Bah, c'est un peu perturbant en tant que client. Donc, je pense que cet aspect positif, il est à la fois pour la personne, donc le conseiller de vente, si nous pouvons l'appeler ainsi, que pour le client. Mais justement, ouais, ce sont des vases communicants en fait. Et c'est Mm. un cercle qui peut devenir vertueux. Et là, c'est absolument génial, quoi. C'est absolument génial. Et c'est génial pour nous en tant qu'entreprise, c'est génial pour nous en tant qu'être humain dans sa vie professionnelle, et c'est génial pour le client parce que tout à coup, enfin, on vit quand même dans un monde qui est complètement aseptisé, qui est complètement,
il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, quoi. Tu rentres chez... Alors ça, c'est peut-être que tu as le Covid, attention quand même. Je te remercie d'avoir saisi la perche. Sinon, j'aurais pas su quoi en faire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, et c'est normal. On vit dans un monde où tout s'est accéléré, etc., etc. Et quand une boîte devient de plus en plus grosse, le réflexe rationnel, c'est de tout prorater, de tout calculer, mais du coup, on déshumanise complètement la relation avec le client. Et en fait, bon, dans le petit feuillet que tu m'as envoyé avant de commencer ce podcast, il y a marqué que il faut être franc, fluide et honnête. Alors, je vais l'être, quitte à choquer un petit peu. Vas-y. On peut se masturber très longtemps intellectuellement sur l'expérience client. Mais en fait, souvent, à chercher systématiquement à tout rationaliser, on déshumanise. Et quand tu déshumanises sur un produit euh, qui n'est pas un truc digital ou un objet technologique, eh ben, à un moment donné, tu perds la substance. Et quand tu perds la substance, en fait, tu perds le plaisir du client. Et ça me semble vraiment fondamental. Alors oui, c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait. Oui, sans doute, si un fonds d'investissement m'écoute maintenant, il est en train de se dire ce petit gars, il est gentil, mais il n'a pas tout compris. Mais j'en suis pas si sûr. Je pense qu'on peut on peut essayer de rester un peu fidèle à ses valeurs ou fidèle à, comment dire, à ce qu'on a envie de procurer aux clients. Voilà, vraiment. Dans la préparation de l'entretien, tu me disais qu'il y avait trop de marketing et pas assez de vérité, en fait. C'est Mais ça. ça, c'est, enfin, pourtant, j'en ai fait du marketing, j'ai fait de la stratégie, j'ai fait beaucoup de choses avant Colincourt, et je comprends très bien l'intérêt de la stratégie et du market. Mais vraiment, pour être un homme de produit, fondamentalement, quand je vois ce que certaines marques, et quand je dis certaines, c'est une majorité, racontent et vendent, mais la plupart disent n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et c'est normal que le client ne le perçoive pas ou ne le perçoive pas complètement. Parce que tu ne peux pas être expert dans tous les domaines des sujets que tu consommes. Là, par exemple, je te parle avec des AirPods Apple qui nous ont embêtés avant de commencer le podcast. Je ne sais pas comment c'est fabriqué, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que ça marche. Bon, mais si on me disait c'est fait avec des matériaux nuls et ça vaut pas 300 euros, je serais pas surpris. Mais honnêtement, j'en sais rien. Donc, c'est normal que le client soit pas vraiment éduqué parce qu'il peut pas l'être sur tous les sujets. Alors oui, sur le soulier, nous on a quand même une clientèle de calcéophiles. Calcéophile, c'est le mot qui définit un amateur averti de souliers, mais pas que. Mais pas que. Et en fait, juste pour revenir à cette idée d'humain, chez nous, il y a une notion qui est fondamentale. Et ça, non seulement je le rabâche toute la journée, mais je le gère au niveau du recrutement et je le vérifie, pas tous les jours, mais presque, physiquement en magasin. C'est que on est une maison experte de souliers. En revanche, je pense qu'il y a une chose qu'on a réussi, c'est qu'on n'est pas enfermant, on n'est pas segmentant. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaîtrait rien en souliers, s'il rentre chez nous et qui dit waouh, c'est beau, c'est cool, ça sent bon, qu'est-ce que vous faites? On va le traiter, on va s'intéresser à lui exactement comme si c'était quelqu'un qui avait une collection de 300 paires de souliers sur mesure chez lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a envie de partager notre passion, notre plaisir. Et je pense que c'est la colonne vertébrale, c'est l'épicentre de tout ce qu'on fait. Et quand on parle d'expérience client, bah voilà, je pense que tous les jours, chacun de nous, on est confronté à tout un tas d'expériences clients qui, la plupart du temps, sont ultra réfléchies par les boîtes, mais très très mal mises en œuvre parce que déshumanisées. Et nous, on essaye de faire l'inverse en remettant la passion et le plaisir au centre de la relation client. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Peut-être pas dans l'absolu, mais en tout cas, chez nous. Et j'ose le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que ça devrait être le cas dans toutes les entreprises qui commercialisent des produits qui sont des produits de plaisir. Voilà. Je pense que tout ce qui est beau, bon, agréable à écouter, agréable à regarder, agréable à consommer, devrait être fait avec de l'âme, en fait, avec de la passion.
C'est très beau ce que tu dis et par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, c'est sur cette notion de d'éducation et le fait qu'on s'en fiche de savoir, comment c'est fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, je trouve qu'il y a de plus en Alors, plus je me permets juste, pardonne-moi parce que c'est OK. important, j'ai pas dit qu'on s'en fiche, hein, j'ai juste dit qu'on peut pas tout maîtriser On peut pas tout maîtriser, mais de plus en plus, en tu tant que sens que client, hein. ouais, mais les clients s'intéressent quand même énormément et si ce n'est pas les clients, il y a quand même des porte-paroles aujourd'hui, qui du coup informent les clients de, ce qui se passe derrière et donc elles sont pas, de toute enfin et voilà, moi je soutiens, totalement ce que tu fais, mais en tout cas, les marques ne sont pas intouchables et bien au contraire et il va falloir faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on raconte, parce que ça peut très vite, nous retomber, dessus puisque maintenant il y a des gens qui s'engagent au quotidien à dénoncer les réelles pratiques de ces marques. Ouais. Permets-moi de rester un peu dubitatif sur la réalité de ça dans le temps. C'est-à-dire que je comprends bien ce que tu dis et tu as raison, il y a un vrai trend socio-culturel qui consiste à mieux se renseigner, mieux comprendre ce qu'on achète, acheter moins, acheter mieux, etc. etc. Euh, c'est vrai, mais je pense que c'est une minorité des gens, ou en tout cas une minorité des gens sur une majorité de sujets. Parce qu'en fait, dans la vie, on consomme à 360. Hein. On peut acheter une Bien paire de sûr. lunettes, une lampe, un téléphone, un cendrier. Bon. Et c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'on on peut pas tout connaître, tout maîtriser dans tous les domaines. Donc malgré tout, l'éducation du client, elle reste modérée, limitée. Et pour revenir à l'over-marketing, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui profitent de cette non-éducation du client. Et en fait, nous, on essaye de faire l'inverse. On essaye de prendre les gens par la main, de leur expliquer les choses et de leur transmettre, ce qu'on fait et pourquoi on le fait comme ça. Par exemple, nous, on fabrique euh, notre collection de souliers habillés qui reste quand même la collection la plus importante chez nous. Elle est fabriquée à 100% en France. Mmh. Euh, alors on en parle, évidemment, et objectivement, hein, il y a des gens qui sont très sensibles à ça et d'autres qui n'ont pas grand-chose à faire, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter une chaussure 50 euros moins chère euh, dans le magasin d'à côté et qui est faite en Europe de l'Est, quoi. Donc il y a un peu de tout et c'est difficile de tirer des conclusions vraiment un peu définitives sur les choses là-dessus. Après, évidemment, je pense que telle marque va attirer tel type de client. Voilà, c'est il y a une forme de cohérence quand même, quoi. Oui, oui, ça c'est certain. On a les enfin, j'espère qu'on a les clients qui nous correspondent et en tout cas, c'est aussi un peu l'objectif, tout en étant ultra, inclusif. Hem et alors dis-moi, est-ce que tu peux me dire combien vous avez de boutiques aujourd'hui? Alors, on a un corner, alors c'est un autre mot que j'aime pas du tout, je Ouais. préfère store in store. Au Printemps de l'Homme, au Printemps Haussmann, le printemps il y a 3 ans, ils ont tout cassé, tout refait. C'est un lieu incroyable, vraiment magnifique, qui est dédié à l'homme. Euh, Ils ont un peu réinventé le système du department store et à ce moment-là, quand ils étaient en train de fabriquer ce projet-là, ils nous ont demandé de les rejoindre et ce qu'on a fait. Donc on est au Printemps de l'Homme. Quand je dis store in store, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le printemps, contrairement aux autres grands magasins, ils ont souhaité que chaque marque arrive dans son corner, mais avec son propre univers. C'est-à-dire que chaque corner est vraiment fidèle à l'ADN maison. On est voisin avec Church, qui est une maison de chaussures très connue, anglaise. Voilà, tu es face à nos deux stands. Il y a d'un côté Church à gauche, qui est hyper british dans son jus et tout, et nous de l'autre côté, et on est jumeaux. Et d'ailleurs, cette mixité-là fonctionne hyper bien. Donc ça, c'est le premier lieu. Ensuite, on est au 59 avenue Kléber, rive droite, euh, qui est un magasin tout neuf, chouette, dont je suis hyper content. Euh,
Et puis, on a un autre magasin qui est rive gauche, juste à côté du Bon Marché. On est évidemment sur Internet avec notre site. Et puis après, on est un peu alors ce qu'on appelle en wholesale ou en B2B à droite à gauche. C'est-à-dire qu'on a des gens qui revendent nos produits euh, dans différents endroits ou pays du monde. Là, on va sans doute ouvrir Dubaï bientôt. Et pour ceux qui connaîtraient la maison et qui se posent la question, depuis la moitié du Covid, donc depuis le mois d'août, on a temporairement fermé la boutique du boulevard Haussmann, qui était la 4e boutique, pour une raison très simple, c'est que, comme vous le savez tous, peu de gens sont revenus au travail et le quartier de la Madeleine et de Saint-Augustin à Paris, qui sont des quartiers d'affaires, Mm. sont complètement vides. Et comme on a le printemps Haussmann qui est à 500 mètres, on s'est dit que les gens qui seraient malgré tout dans le 8e pouvaient venir nous voir au printemps. Voilà. Et ça nous permet de nous concentrer davantage sur le digital, ce qui est ultra sollicité par nos clients, que ce soit des clients à l'étranger, des clients en Europe, des clients en France et même des clients à Paris qui achètent sur Internet maintenant. Donc en fait, Ok. l'énergie qu'on mettait dans cette boutique supplémentaire, on l'a transférée pour le moment, pendant qu'on est encore dans cette situation un peu étrange du Covid sur Internet. Et alors justement, si on retranspose l'expérience client sur le digital, aujourd'hui, quand je tape dans ma barre de recherche Colincourt, qu'est-ce qui se passe et quelle est l'expérience que je vis sur le digital? Alors c'est un gros sujet, évidemment, parce que, comme j'espère que tu l'as senti ou perçu, on est à fond sur cette notion d'expérience client parce qu'on a envie de transmettre et ce qui nous fait dormir la nuit et lever le matin, c'est de rendre vraiment les clients heureux parce que c'est notre fierté, c'est notre envie, c'est notre motivation. Et c'est vachement complexe d'essayer de transférer ça sur le digital. C'est clair. Là, tout à coup, c'est un peu comme quand tu sors de ton télésiège, tu te dis c'est cool, je vais prendre la petite piste bleue qui est là, et tu t'es trompé de chemin, et il n'y a qu'un mur, piste noire, avec une pente qui te fait très très peur, quoi. Ça ressemble à ça. Parce que vraiment, nous, notre différence, notre singularité, c'est cette rugosité, cette texture de la marque. Et donc, Mm. comment arriver à la transmettre via un écran? Bah, c'est pas facile. Alors, ça passe par plein de choses, hein. Ça passe par tous les canaux digitaux, dont les réseaux sociaux, avoir une communication digitale qui soit à la fois très belle, parce qu'on fait un produit très beau, et en même Mm. temps qui contienne cette petite dose d'humain qui est importante. Une anecdote par rapport à ça, lorsqu'on s'est retrouvé il y a quasiment un an pile, tous enfermés chez nous, moi j'ai passé une nuit blanche en me disant mais comment je peux faire pour transformer ce truc-là en une expérience qui soit positive pour la marque et faire la différence au niveau des clients. Et en fait, on s'est mis à fabriquer des petites séries de vidéos qu'on a diffusées sur YouTube et sur Instagram et compagnie, avec des tutos, par exemple, mais des vrais tutos, comment cirer ses chaussures, comment faire ci, comment faire ça, etc., etc. Sauf que c'était pas, enfin, j'espère en tout cas, c'était pas des tutos institutionnels, complètement lisses, avec rien qui dépasse, un mec en tablier tout neuf, tout propre, avec une chemise Mm. blanche qui est pas crédible. On l'a fait de façon complètement naturelle. Et honnêtement, c'était un risque, hein, parce que c'est vachement important, parce qu'en fait, tout à coup, comme les gens venaient plus, ça focalisait l'attention sur le peu d'images, que ce soit vidéo ou photo, que tu balançais sur le digital. Donc tout à coup, tu as tous les spotlights qui sont sur un seul canal, et il faut pas se louper, quoi. Et on a pris ce risque en se disant que ça nous ressemblait. Et là, on a vécu un truc absolument fabuleux, quoi. C'est-à-dire on a été enseveli de messages d'encouragement. Les gens ont dit mais c'est génial, vos tutos, c'est trop bien la façon avec laquelle vous mettez de l'humour dedans, dans ce contexte-là. Enfin, euh, on avait des tas de commentaires, les gens disaient c'est super, on a l'impression d'être en boutique avec vous. Enfin, et ça c'est une vraie fierté parce que je pense qu'on a réussi ce truc-là. Et encore une fois, on l'a fait avec beaucoup de plaisir et avec la notion en filigrane de continuer à partager avec nos clients, quoi qu'il en coûte. C'est une phrase à la mode. Euh, euh, Emmanuel, si tu m'écoutes. Je suis Et sûre qu'il écoute. ouais, moi aussi. Euh,
D'ailleurs, il y aurait des choses à dire hein, sur l'expérience client. Côté Là, Macron. je suis rentrée en contact avec l'Élysée il n'y a pas longtemps. Écoute, je Bon, suis bah, sur si le tu as coup. besoin de quelqu'un pour t'appuyer dans l'interview future de Macron, n'hésite pas. Je serais très heureux de t'accompagner. Euh, voilà, on s'est mis à faire plein de choses, on s'est mis à réfléchir vraiment sur comment est-ce qu'on peut transmettre ça. Je te donne un deuxième exemple. On s'est dit, bon, l'expérience physique en magasin, toute cette passion, tout ce truc-là, toute cette énergie, on ne peut plus la faire passer. Un site internet, aussi beau soit-il, un compte Instagram, aussi sexy soit-il, à un moment donné, ça suffit pas, ça suffit plus. Mm. Euh, et là, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de rentrer chez les gens? Alors, pas avec un bélier, s'ils en ont envie. Euh, et le s'ils en ont envie, ça s'appelle la vidéo. Et là, je me suis dit, bah tiens, il y a un truc super. Comme de toute façon, mes fameux conseillers de vente ne peuvent plus exercer leur talent auprès des clients physiquement, et ben en fait, c'est moi qui vais le faire. Je vais prendre le relais et je vais prendre un produit euh, et je vais essayer de faire une vidéo synthétique dessus, mais dans laquelle je vais expliquer pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai pensé, pourquoi je l'ai sorti, pourquoi son prix c'est ça, comment il est fabriqué, etc. En fait, exactement comme si j'avais un client en face de moi. Et Mm. ces petites vidéos produits, alors c'est excessivement chronophage, c'est excessivement compliqué à fabriquer, hein, on ne se rend pas compte. Les gens qui disent un YouTuber, c'est quelqu'un qui fait rien, je peux vous dire un truc, j'ai découvert il y a un an qu'un YouTuber, c'est un mec qui bosse énormément, quoi, ou une fille qui bosse énormément. C'est vraiment la création de contenu digital, c'est quelque chose de très très dense, quoi. Euh, à moins qu'on soit caméraman et monteur professionnel, quoi, évidemment. Euh, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà, et en fait, on a fabriqué tout ça nous-mêmes, et on a sorti ces petites vidéos produits. Et en fait, si tu te promènes sur mon site internet, par exemple sur la catégorie basket, et que tu arrives sur le Tokyo, c'est notre basket basse, qui était la première de la collection de sneakers chez Colincourt. En fait, au niveau de la page produit, tu as un petit lien vers la vidéo YouTube où tu peux cliquer dessus et dans les bouchons, avant d'aller te coucher, en faisant la cuisine, en changeant la couche de ta fille de 2 ans, enfin, quand tu veux, tu peux écouter et regarder cette petite vidéo. Et en fait, ça nous a permis de transporter l'expérience client de relations humaines, de pourquoi on fait ça et pourquoi on le fait comme ça, etc., chez les gens. Et ça, on a eu des retours à la fois humains, c'est-à-dire de commentaires, et à la fois financiers, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, qui dépassent nos espérances, quoi. Et je pense que c'est un exemple de réussite. Voilà, on a été forcé et contraint à se remettre en question. Comme l'expérience client, c'est, je pense, une des forces fondamentales de la maison Colincourt, il fallait absolument trouver une façon de le faire pour le transmettre via le digital. Alors maintenant, je suis un peu l'arroseur arrosé, parce que, en gros, les gens nous disent, mais pourquoi il n'y a pas la vidéo produit sur tel modèle? Pourquoi Ouais. la série sur les 10 commandements du soulier, elle s'est arrêtée au 3e épisode? Et bon, donc c'est donc ça va venir, ça viendra, mais ça demande du temps, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est que tu te dis, tu as déjà fourni tellement d'efforts sur d'autres canaux et puis voilà, Instagram, le site internet et cetera et du coup, il faut en mettre encore plus et continuer et s'y tenir parce que, bah, du coup, une fois que les clients, que la communauté a accroché, bah, effectivement, si tu as fait les 10 commandements, Alexis, tu peux pas t'arrêter au troisième. Tu crois pas si bien dire, j'y pense au moins une fois par jour. Oh punaise, la Je- pression. Charge mentale au top. Ah ouais, ouais, non, non, mais bon, voilà, il faut qu'on le fasse. Et en fait, typiquement, la série sur les 10 commandements, euh, l'idée, c'est de prendre le client par la main du début jusqu'à la fin et de lui expliquer quels sont les bons réflexes à avoir quand on achète une paire de chaussures, comment choisir sa pointure, comment Mmh. vérifier sa pointure, comment faire ses souliers, comment traiter ses souliers ensuite, etc. etc. Et en fait, bah, encore une fois, là, c'est la reproduction digitale de ce que moi, je dirais concrètement à un client si j'étais physiquement face à lui, quoi, en boutique. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a acheté une paire de souliers chez toi? C'est quoi l'expérience post-achat? Parce qu'on en a parlé un petit peu en préparation de cette discussion. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, avec joie, et ça va me permettre de rebondir sur une micro-anecdote. Tout à l'heure, j'étais avec mon responsable du site web, justement, et on évoquait en rigolant l'email d'un client, enfin en rigolant, de façon positive, l'email d'un client qui nous a envoyé texto je ne comprends pas pourquoi un produit basique met autant de temps à arriver chez moi. Bon. Alors là, Oh. typiquement, tout à l'heure, on parlait de non-éducation du client. Donc là, on est dans le cas d'une personne qui a acheté quelque chose chez nous sans avoir la moindre idée de l'expertise qu'il faut, du temps qu'il faut et des compétences qu'il faut pour que le soulier arrive chez lui. Il y avait une personnalisation? Oui, oui, c'était un soulier patiné, ouais. Ouais. D'accord. Mais patiné acheté sur le site. Donc en fait, le monsieur, il a choisi gris Elephant Grey, qui est une patine grise. Et manifestement, il n'a pas compris que en fait, le soulier, il n'était pas déjà existant par Mmh. miracle comme ça. Et qu'en fait, il fallait qu'on le travaille. Sauf que, comme je le disais là, fort heureusement pour nous, on n'a pas une commande par mois. Donc on a du travail. Et si on veut avoir un produit magnifique, et honnêtement, nous, vraiment, on insiste à fond là-dessus, et ben, ça prend toujours un peu de temps. Donc, l'expérience, euh, elle va être comme ça. Tu choisis un modèle, si on prend juste un soulier patiné, hein, tu choisis un modèle, que ce soit sur Internet ou en physique, et ensuite tu vas choisir la couleur que tu souhaites avoir sur cette chaussure. Donc là, pour le coup, l'expérience physique et digitale diffère un petit peu. En physique, évidemment, tu vas être entouré de modèles patinés, donc déjà, ça va te permettre Mmh. de faire un premier choix. Et ensuite, nous, on a un iPad en magasin dans lequel tu as soit des photos du modèle que tu as choisi dans, mettons, 70 couleurs différentes. Et si jamais tu ne trouves pas ton bonheur là, à ce moment-là, tu vas me dire, bah, moi, c'est plutôt un bordeaux que je veux. Et là, on va t'emmener toujours dans l'iPad, dans une catégorie, dans un album photo qui s'appelle Autour du Bordeaux. Et là, tu vas avoir 200 photos de Bordeaux différents. Waouh! Et donc, ça va super loin. Et si jamais tu n'es toujours pas amoureux, tu vas me dire, bah voilà, moi, c'est cette photo-là qui me parle le plus, mais je voudrais un peu plus de contraste ici, un peu plus de reflets là, etc., etc. D'où l'importance de l'être humain. Alors, sur le digital, évidemment, on ne peut pas procéder comme ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on essaye de proposer un maximum de patines possibles par modèle, et le client va choisir parmi ces 20 possibilités, par exemple. Ensuite, il va devoir attendre un petit peu. Alors, attendre un petit peu, ça veut dire quoi? Très concrètement, on est entre 2 et 3 semaines avant de pouvoir livrer le client. Ce qui, étant donné le travail, est plutôt une belle performance, quoi. Ouais, parce que, enfin, une patine, enfin, voilà, je me suis un petit peu renseignée quand même, mais il n'y a pas de temps prédéfini. C'est-à-dire que ça peut te prendre 4 heures, comme ça peut te prendre 15 heures. C'est exactement ça. Ça peut aller pour quelqu'un d'ultra compétent sur un modèle hyper facile et une couleur hyper simple, tout confondu, hein, du début à la fin totale. On peut tenir en 1 heure, Ouais. comme ça peut prendre. Moi, je crois que la plus longue patine que j'ai faite sur une paire de souliers m'a pris une douzaine d'heures. Euh, Waouh. donc c'est immense, quoi. C'est immense. Et alors la moyenne, elle se situe entre 1 heure et demie et 3 heures par paire. Mmh. Voilà. Et tu vois, typiquement, en fait, quand on a un client qui nous dit, bah, je comprends pas pourquoi un produit met 3 semaines à arriver chez moi, nous, plutôt que de nous dire, mais ce type est un bip, on se dit, bon, ok, ça veut dire qu'on fait pas bien notre job, parce qu'en en fait, ce monsieur, il a pas compris ce qu'il achète. Mmh. Euh, Mmh mh. et là, bah, tu vois, lundi prochain, normalement, je tourne une nouvelle vidéo. Et le concept va être d'essayer de faire tenir en 5-6 minutes un maximum de réponses aux questions que les gens se posent quand ils arrivent sur notre site internet. Pourquoi, pourquoi j'ai des frais DHL? Est-ce que je peux acheter hors taxe? Est-ce que les patines sont faites à la main? Est-ce que je vais devoir entretenir moi-même ma patine? Est-ce que c'est difficile? Pourquoi parfois il n'y a pas de stock? Comment je peux faire si la paire n'est pas dispo, etc., etc. Et là, je vais reprendre cette idée que je te décrivais tout à l'heure et essayer de faire une sorte de FAQ interactive en regardant les gens dans les yeux et en les prenant par la main et en leur expliquant, voilà, c'est quoi le backstage, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a fait tel et tel choix, etc. Et là encore,
j'essaye d'humaniser l'explication du truc. Honnêtement, les FAQ, toi qui dois discuter avec pas mal de grandes entreprises, les FAQ, si tu regardes les statistiques de vues de page, c'est zéro. La plupart du temps, c'est zéro. Oui, bah, faut rendre le truc un peu sexy, quoi. Enfin, à un Ouais, mais moment. même quand c'est sexy, oh, c'est sexy sans l'être, quoi, tu vois. Parce que tu as toujours l'impression que on va te parler d'un million de trucs, que tu vas mettre 1 heure à trouver l'info, et que ça va être compliqué, et qu'on n'a pas pensé à ton problème à toi, etc. Ce qui est normal. Hmm. Et si tu mets ça, si tu reprojettes ça dans le monde dans lequel on est, où tout le monde va vite, tout le monde va de plus en plus vite, et tout le monde est de plus en plus exigeant. Moi, j'appelle ça l'effet Amazon. C'est hallucinant. Tu es dans ton lit à 2 heures du matin, tu cliques, à 8 heures du mat, le livreur, il est devant ta porte. C'est Bon, clair. le problème, c'est que c'est en train de faire scaler complètement les exigences des clients sur le digital. Et maintenant, les gens, ils nous appellent à 9h, à 8h15 en disant pourquoi mes chaussures, elles sont pas chez moi. Hmm. Je les ai achetées il y a 6 heures. Comment ça se fait? Vous avez eu 6 heures pour me les livrer quand même. Non, mais je dis ça avec de l'humour, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que vraiment, les attentes des clients deviennent immenses parce qu'il y a un standard qui s'appelle Amazon. Et ça, ils sont complètement game changer là-dessus. C'est incroyable. Et donc, nous, il faut qu'on essaie de prendre le contre-pied de ça pour essayer d'expliquer aux gens que c'est pas, voilà, c'est pas un truc fabriqué à la chaîne. Il faut de l'expérience, il faut de l'expertise humaine, et que en fait c'est aussi ça un peu la beauté de ce que vous achetez. Si vous voulez un produit complètement formaté, complètement industrialisé et complètement mécanique, il faut pas venir chez Colincourt, quoi. Voilà. Mais parfois il y a des gens qui sont séduits par le produit et qui malgré tout n'ont pas forcément compris tout ça. Et donc on s'est dit, bah, en fait, on va retourner dans leur salon, dans leur chambre à coucher, aux toilettes avec eux, dans leur téléphone, et leur expliquer, les yeux dans les yeux, ce qui se passe chez nous, en fait. Voilà. Et j'espère que ça répondra à pas mal de questions, et je pense que c'est une façon intéressante de voir les choses, c'est-à-dire qu'on se sert de la technologie, à savoir la vidéo, les réseaux sociaux et tout ça, qui est un truc complètement informatique, technique, euh, et on se sert de ça pour rajouter de l'humain. Je trouve que le paradoxe, il est chouette, quoi. Et voilà, on essaye de travailler là-dessus. Mais c'est un vrai sujet. C'est pas toujours facile. Donc, 3 semaines après, tu reçois tes souliers. Euh, et à partir de là, bah, tu vas pouvoir commencer à en profiter. Et nous, en fait, ce qu'on tient absolument à faire, c'est à certifier le fait qu'on va s'occuper de ta paire de chaussures dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais dans un mois, euh, parce que ta copine finalement aime pas du tout les chaussures vertes, tu as envie de changer la couleur parce que en fait, tu n'arrives pas à les porter, ou que tu as juste envie de faire évoluer un petit peu la couleur parce que tu te rends compte que le bordeaux que tu avais choisi ne va pas trop avec tes vêtements et que tu préférais quelque chose de plus sombre, ou juste tout simplement que tu en as marre du bordeaux et tu préférerais des chaussures noires 2 ans après. Mais en fait, nous, on va prendre en charge tout ce travail-là, c'est-à-dire qu'on accompagne le client sur toute la vie du soulier, et la plupart du temps, on ressuscite aussi les souliers, c'est-à-dire que on a pas mal de clients qui nous rapportent des chaussures qui ont 5, 6, 10 ans, qui sont fatigués. Hmm. Et là, c'est un peu miraculeux parce qu'ils récupèrent leurs souliers 10 jours après, pas neufs, mais quasiment. Et du coup, eux, ils retrouvent le plaisir immense qu'ils ont eu à les porter quand l'objet euh, était, euh, était neuf, beau, voilà. Mais avec un petit supplément d'âme parce que ce sont leurs souliers qu'ils connaissent depuis des années. Et tout à coup, waouh, ils sont pas que neufs. Ce sont en plus mes souliers qui ont vécu, qui sont faits à mes pieds. Et ça, c'est génial. Donc en fait, on s'occupe de la vie du produit dans le temps, et ça nous permet aussi de créer de la récurrence et de la fréquence dans la relation qu'on a avec notre client. Et c'est complètement en cohérence avec tout ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Non, mais c'est hyper important de s'occuper du cycle produit de A à Z et toutes ces étapes après-vente sont des formidables opportunités clients. D'une part, de prendre de ses nouvelles, de savoir comment est-ce qu'il vit avec le produit qu'il a acheté chez toi et bien évidemment de faire de l'upsell ou du cross-sell, tu vois. Enfin, ça, c'est indéniable. Mais c'est un moment à ne pas négliger du tout. Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre,
on est quand même dans un pays en France où on a tendance à voir l'argent et la vente comme quelque chose d'un peu tabou. Mais en fait, euh, quand tu dis de l'upsale ou du cross-sale et tout ça, nous, quand un client vient nous déposer une paire de souliers fatigués, il repasse 10 jours après, il les récupère, elles sont en pleine forme, il est hyper content. Il est tellement content que du coup, il va prendre 5 minutes pour regarder les nouveautés et puis il va se laisser séduire par quelque chose. Euh, on est dans la joie, on est dans le plaisir. Alors évidemment, nous, on vit de ça et c'est super. Il faut qu'on vende des choses. Mais de l'autre côté, il y a un plaisir, un vrai plaisir. Et ça, voilà, quand on est dans ça, on a tout gagné, quoi. Nous en tant que marque et eux en tant que clients, quoi. Non, mais clairement. Quand on dépense son argent en étant heureux de le faire, honnêtement, ça fait quand même partie des plaisirs importants, quoi. Parce qu'on dépense tellement d'argent sans que ça nous fasse plaisir. Non, mais c'est vrai, quand tu y penses. Non, mais tu la sens, cette différence, en fait, quand tu passes ta CB pour quelque chose qui te fait plaisir ou quand tu passes ta CB parce que tu t'es fait embarquer ta voiture à la fourrière comme moi la semaine dernière, voilà. Ouais, mais c'est fondamental, quoi. Voilà, nous, on essaye de maximiser ce plaisir-là euh, et de le faire durer dans le temps. Alors, bien sûr, c'est à notre avantage, mais c'est juste, c'est Mmh, légitime et c'est mérité. C'est-à-dire que si la personne, elle a pas envie de nous ramener ses souliers pour l'entretien, personne ne l'oblige à le faire, quoi. mmh. C'est aussi parce qu'elle y trouve son compte. Et en fait, c'est comme tout dans la vie. Enfin, je crois, je pense, ou en tout cas, j'ai envie de le penser, c'est que ce sont des petits cercles vertueux comme ça. Et heureusement, dans la vie de chaque être humain, il y a des petites bulles comme ça qui flottent autour de nous, de cercles vertueux. Et je pense que ça s'appelle le plaisir slash un gros mot, à savoir le bonheur. Alors évidemment, le bonheur, tu l'obtiens pas qu'en venant t'acheter des souliers chez Colincourt. Mais voilà, on essaye modestement de contribuer à créer un petit cercle vertueux de plaisir, de kiff, de détente, et surtout que, voilà, que quelqu'un qui nous a déposé 100 euros, 500 euros, 3000 euros sur la table, soit content de le faire. Et je pense que la vérité fondamentale de l'expérience client, c'est celle-ci, c'est quand tu arrives à faire ça. En tout cas, c'est notre conviction. Et très souvent, très souvent, très souvent, il me semble que c'est oublié. Et c'est une très très belle conviction. Tu peux vraiment être fier de toi. C'est gentil. J'en suis pas là, mais j'essaye. Je suis fier du produit qu'on fait, en tout cas, et de la démarche qu'on a, euh, parce que je suis heureux de voir nos clients heureux, en fait. Hein. C'est idiot, mais je pense que les gens, ils le sentent, en fait. Je pense que les gens, ils le sentent profondément. Et je fais partie de ces gens, moi, qui peuvent pas s'endormir le soir s'ils font pas un super boulot. Et comme mon boulot consiste à faire mon boulot, mais aussi à faire des produits, j'ai besoin que les deux soient bien faits. Et voilà, en fait, on me demanderait de faire un produit mauvais. Je serais très mauvais à faire un produit mauvais. Pourquoi? Parce que je n'y croirais pas. Euh, et, et là aussi, je pense que peut-être que certaines personnes entendront ça comme de la poésie, mais ça en est pas. C'est du pragmatisme. En fait, si tu crois pas dans ce que tu fais, tu peux pas le transmettre. Si tu peux pas le transmettre, t'as pas d'expérience client, quoi. Et alors dis-moi, c'est quoi les prochaines étapes et ce que tu as envie de faire en termes d'expérience client chez Colincourt, les steps que vous avez à passer, ce qui a peut-être essayé d'être fait mais qui n'a pas été forcément un grand succès. C'est quoi tes prochaines étapes? Alors, je te l'ai dit avec beaucoup d'humilité quand on n'arrivait pas à connecter à distance mes oreillettes, ton micro, mon Mac et tout le reste. Je ne suis pas du tout technophile. Euh, et autant l'expérience humaine, j'allais dire charnelle, il faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas physique, que les gens peuvent vivre, y compris avec le digital, parce qu'à la fin, tu ouvres ton paquet, tu reçois la chaussure, et il y a une odeur, il y a un reflet, il se passe quelque chose, quoi. Tu vois, quand tu as un soulier magnifique dans la main, c'est quand même un kiff incroyable. Donc ça reste physique, y compris sur le digital, parce que les gens obtiennent leurs produits physiquement. Euh, et ben, il y a une chose, je pense qu'on a vraiment pas réussi et qu'il faut absolument
qu'on arrive à craquer, c'est beaucoup plus organisé au niveau du CRM. Alors attention là, tout le monde va se dire, ce mec-là nous parle d'expérience client depuis 1 heure, et après il nous dit qu'il est nul en CRM. Donc, dans mon jargon à moi, il y a l'expérience client qui est la vérité et il y a le CRM qui est la partie informatisée de la relation client. Je ne sais pas si on peut appeler ça la relation d'ailleurs, mais disons capturer de l'information sur le client et exploiter cette information. Voilà, moi c'est ce que je mets sous l'appellation CRM ou GRC si on veut le faire en français, gestion de la relation T'as client. raison. Donc la partie informatique, en fait, de tout ça, on est assez mauvais dans ça. Je pense que ça nous coûte d'ailleurs. Ça nous vaut des problèmes, ça nous vaut sans doute du chiffre d'affaires en moins, et donc on y travaille. C'est assez complexe pour nous, parce qu'on a un produit complexe, on a des process complexes, on a des matières complexes, on a des compétences complexes, donc c'est pas évident à mettre en œuvre, mais on y travaille. En tout cas, je pense que ça fait partie des choses qu'on a ratées dans tout le spectre de l'expérience client au sens noble du terme. La partie informatique, je pense qu'on l'a pas suffisamment exploité clairement, exploité au sens à la fois noble et non noble du terme. C'est-à-dire que tu recevras jamais un mail de Colincourt te disant bon anniversaire Marine, on a reçu un nouveau modèle qui pourrait te plaire. C'est exactement ce que j'allais te dire, que tu m'avais dit, oui, on n'envoie pas des mails d'anniversaire, par exemple, etc. Après, est-ce que c'est une finalité en soi d'envoyer un mail d'anniversaire, tu vois? Non, je dis ça avec humour, évidemment, mais bah, tu sais quoi? Voilà, moi je pense que l'humilité doit venir de pair avec l'ambition. En tout cas, c'est mon mantra personnel. Et ben, plusieurs fois, je me suis dit, ouais, quand même, on est nul. On est nul là-dessus. Parce que moi-même, en tant que consommateur, en tant que client, je me suis retrouvé à consommer des choses parce que j'avais reçu une newsletter hyper bien faite. Et je me suis dit, mais attends, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, avant le Covid, je reçois une newsletter d'un restaurant que j'avais fréquenté 2 fois. Ça faisait 1 an, je pense, que j'y avais pas été. Donc déjà, les mecs sont hyper malins parce qu'ils m'envoient pas un mail au bout d'un mois, ils me l'envoient au bout d'1 an. Donc c'est déjà hyper smart, je pense. Et ils me disent, bah voilà la nouvelle carte. J'avais 1 minute de temps perdu, je regarde le truc, et puis je me dis, ah tiens, c'est cool, et du coup, ça me replonge dans le resto, physiquement, mentalement. Et puis évidemment, c'est malin, parce qu'il y a toujours des occasions d'aller au resto, et j'avais un truc à fêter, et j'ai dit à ma femme, bah tiens, viens, voilà, après-demain, on va à tel endroit. Et honnêtement, je serais jamais allé chez eux s'ils m'avaient pas envoyé leur newsletter. Pourquoi? Parce que des nouveaux restos à Paris, il y en a tout le temps, des trucs super, il y en a partout. Voilà, et ils ont réussi à récupérer, en fait, ils ont réussi à tirer la couette vers eux, quoi. Et c'était hyper malin, hyper bien fait, et, et, et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais je pense qu'il y a une vraie efficacité qui peut rester propre. Quand je dis propre, c'est au niveau de la mentalité. Ouais, non-harcèlement, quoi. Ouais. Et puis, bien faite, quoi. Et donc, je pense vraiment qu'on n'est pas bon là-dessus, et on y travaille. Ok, eh ben, écoute, j'ai hâte de voir ça. On va essayer de faire ça de façon un peu différente. Mais il y a, Chouette. il y a énormément de choses à faire. Après, je pense que tous ceux qui ont ou qui ont été dans des petites structures euh, le savent et vont reconnaître ou ressentir ce que je veux dire maintenant. C'est que voilà, on fait énormément de choses, on abat énormément de travail, et c'est vrai que spontanément, parfois, on va pas naturellement vers ce qui est le plus loin de soi, quoi. Donc, typiquement, si j'avais dans mon entreprise quelqu'un qui avait des compétences incroyables en CRM, ça ferait longtemps que j'applaudirais dès demain parce qu'on aurait réussi à faire quelque chose de super. Voilà, on arrivera à le faire, ça prend plus de temps parce que c'est pas notre tasse de thé spontanée, mais ça viendra parce que je pense qu'on peut difficilement s'en passer. En revanche, on est ambitieux, donc ambitieux sur le plan de l'expérience client, justement, et on va essayer de le faire de façon intéressante, surprenante et du coup plaisante. Eh ben écoute, super. Et justement, c'était la question que j'allais te poser, c'est si vous étiez accompagné, qui est-ce qui s'en occupe, etc. Chez Colincourt. De la partie informatique, tu veux dire?
Bah, de la partie expérience client, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mettre en place un CRM, etc. Et ou est-ce que c'est toi qui pense à tout, tu vois? Et qui t'entoure après de freelance, d'indépendants Ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux pas avoir les compétences. J'ai beau avoir deux cerveaux, je peux évidemment pas tout faire et je peux surtout pas être bon dans tout, c'est impossible. Et puis, ce serait stupide de le penser. Donc là, on a ressenti le besoin d'avancer de façon plus forte là-dessus. Et Mmh. donc, on est en train de s'entourer justement de freelance pour accumuler un peu de knowledge et puis pour fabriquer tout ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est assez ambitieux dans ce qu'on fait. Et donc, on fait pas un truc pour le faire. Et si on fait un truc, on a envie que ce soit chouette. Et du coup, bah, ça prend toujours un peu plus de temps. OK. Eh ben, écoute, super. Je pense qu'on va finir par, 3 dernières, petites questions, assez courtes, Alexis. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quel est ta ton meilleur souvenir d'expérience client? Ton plus beau souvenir? Je sais pas si c'est le plus beau. Enfin, je suis même sûr que c'est pas le plus beau. Mais en tout cas, c'est un de ceux que je préfère. Euh, Vas-y. je rigole parce que j'ai adoré ce moment, même si, bon, bref. Euh, un jour, je suis en magasin parce que j'essaye de passer du temps en magasin et un client arrive que je connais déjà parce il a plusieurs paires de chez nous. Et il me dit alors, en se frottant les mains, qu'est-ce que vous avez de cool, de nouveau et tout. J'avais envie de m'acheter un truc, voilà. Et je lui présente un certain nombre de choses. Et j'avais envie de le pousser un petit peu, parce que j'aime bien faire ça. Euh, et, euh, et en fait, il essaye un modèle bleu ciel. Euh, il n'arrive pas à se projeter, vraiment, il n'y arrive pas. Euh, et il repart 3 quarts d'heure après avec les chaussures bleu ciel sous le bras. Pourquoi? Parce que, en fait, je lui en ai parlé avec tellement de conviction, tellement de passion, mais véridique en plus, hein, c'est complètement sincère, quoi. Mmh. Euh, que il s'est dit, ben, je peux pas ne pas l'acheter. Ce truc est génial. Il rentre chez lui et 2 jours après, il se repointe en magasin. Le hasard a fait que j'étais là. Il me regarde, il rigole, il me dit honnêtement, on aurait dit il m'a dit texto ça. Il m'a dit je crois que j'ai vécu une expérience étrange avec vous l'autre jour, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à acheter un truc que je ne peux pas porter. Et il m'a dit j'avais l'impression d'être face au serpent dans le livre de la jungle, là, tu sais, celui avec les yeux qui Oui. font. Et, et en fait, j'ai vraiment pris ça comme un compliment parce qu'en fait, je lui avais parlé avec tellement de conviction de ce produit-là que voilà, il avait envie de l'attraper, quoi, de le prendre. Alors évidemment, quand il est revenu en disant ça, il m'a dit je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que je ne peux pas le mettre. J'ai rien qui va avec. Ma femme déteste. D'ailleurs, moi-même, je déteste. Oh punaise! Et on a rigolé. Non, non, mais on a rigolé. Et on lui a échangé le soulier avec autre chose, quoi. Mais j'ai trouvé voilà, la scène assez amusante et c'était vraiment de l'expérience client, pour le coup, assez extrême, quoi. Mais voilà, donc pour la petite anecdote. Mais c'est à prendre du bon côté, quoi. C'est-à-dire que je lui ai pas Oui. vendu quelque chose qui voulait pas juste parce que ça m'amusait. Et puis j'ai pas non plus des super pouvoirs. C'est juste que je lui avais présenté les choses avec tellement de conviction et tellement de passion pour avoir moi-même cette paire de souliers bleu ciel, que j'ai toujours d'ailleurs, et que je porte très souvent. By the way, si ce client m'entend, il aurait dû les garder à l'époque. Voilà. Voilà, c'était une situation un peu extrême. Et alors, Deuxième question. vas-y, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Ah, je vais avoir du mal à répondre à ça euh, parce que j'aime pas être dans le négatif. Donc sans raconter une anecdote en particulier, je vais parler de façon plus globale. Mmh. Parfois, c'est comme tout, voilà, c'est toujours comme ça. Lorsque on est dans un lieu public, c'est-à-dire au sens où les gens peuvent entrer s'ils ont envie d'entrer, eh ben, tu vas toujours avoir 80% de gens sympathiques, normaux, 15% de gens
épileptique de bonheur et avec qui c'est extraordinaire et voilà, et on s'éclate. Et puis, tu as toujours 5% ou 1% de gens, tu comprends pas comment tu peux exister en tant qu'être humain en disant ça, en faisant ça, en te comportant comme ça, quoi. Mais Mhm. c'est partout pareil, quoi. Je veux dire, tout le monde a autour de soi des gens qui trouvent insupportables et d'autres gens qui trouvent fantastiques, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est assez subjectif. Mais c'est vrai que quand on est dans un magasin comme ça, d'ailleurs, un magasin digital, hein, c'est pareil, parce que les clients nous parlent via email, et ben, tu es confronté un petit peu à tout ce que l'humanité peut contenir de personnalités différentes, disons. Voilà. Et il y a une chose qu'on vit très très mal chez Colincourt, c'est quand un client, pour une raison ou pour une autre, peu importe, se montre profondément injuste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met tellement d'énergie à essayer d'avoir une expérience client, justement, globale, qui soit géniale. Mais quand je dis d'expérience client, enfin, quand je parle d'expérience client, je parle aussi du produit. Mm. Je veux dire, vraiment, on met tellement d'énergie dans ça que quand on nous dit une phrase du genre « pour le prix que j'ai payé, c'est scandaleux que », honnêtement, on a du mal à rester calme. Mm. Vraiment, parce que en fait, soit la personne est de mauvaise foi, soit elle ne sait pas de quoi elle parle. Dans les deux cas, c'est difficile à vivre pour nous. Parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais un des éléments différenciants de la maison Colincourt, c'est que, et ça c'est fondamental depuis le début, on a toujours cherché à mettre sur la table un produit exceptionnel avec un prix qui reste digeste. Alors après, Oui, c'est quoi la notion de digeste? pour donner un price range chez nous, les souliers habillés, c'est 490 euros. Ça inclut le travail artisanal de patine. Les Mm. boots, on va être autour de 550. Les collections d'été, on va être à 290. Et les baskets autour de 350. Et les espadrilles, 75. Voilà, vraiment pour brosser un tableau hyper rapide. Après, on fait aussi de la Mm, mm, maroquinerie. On fait aussi voilà, alors bon, j'aime pas faire ça, je vais le faire quand même. Vous prenez la grande institution française du soulier, ils vendent des ceintures à environ 400 euros. Nous, on les vend 195 euros, hein, donc tu fais le ratio. La nôtre, elle est sur mesure, patinée sur mesure. La leur, tu la prends sur un portant, elle est déjà prête et elle n'est pas à ta taille. Bon, et je parle même pas du niveau de qualité, hein, d'accord, quand c'est toi qui proposes un produit comme ça, qui est excellent et qui a un prix hyper correct, s'entendre dire c'est scandaleux de ça par rapport au prix que vous pratiquez, on a beaucoup de mal à le vivre parce qu'en fait on vit ça comme une injustice, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la vie, hein. ouais. C'est comme ça. Tu peux toujours tomber sur des gens qui vont pas être sensibles, qui vont pas comprendre, qui vont ceci, qui vont cela. C'est voilà. Et je pense qu'il faut l'accepter. Il faut pas s'énerver. Et puis il faut juste passer à autre chose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est amusant, c'est que souvent, des clients avec qui ça s'est pas bien passé, heureusement on en a peu. euh, En fait, le milieu du soulier, c'est un petit milieu, et moi je suis copain avec pas mal de gens dans ce milieu-là. Et parfois, on s'échange des anecdotes comme ça. Et ben, figure-toi que très souvent, les gens, les rares personnes avec qui ça s'est mal passé, en fait, ça s'est aussi mal passé sur les mêmes clients auprès d'autres marques. Voilà. Et on le découvre a posteriori en discutant entre nous. Euh, Mm. voilà. Maintenant, nous typiquement, si. Tiens, ça c'est un sujet qui est vachement intéressant en termes d'expérience client et qui est vachement important. S'il y a un problème sur notre chaussure qui est du fait du client, on va lui dire les yeux dans les yeux. En revanche, si jamais il y a le moindre problème, y compris si la paire de souliers a 1 an ou 2 ans, hein, si jamais un client vient en disant je comprends pas, ça me semble pas vraiment normal, la consigne verticale et violente de ton serviteur auprès de mon équipe, c'est de dire jamais on dit au client que c'est de sa faute, jamais vous cherchez à faire quoi que ce soit pour vous débarrasser du problème. Si nous, on vend un produit de qualité, sauf que c'est fait de façon artisanale, il va être exceptionnel 99% du temps. Comme c'est fait de façon manuelle, bien sûr qu'il peut y avoir une erreur humaine. Et en fait, le problème, c'est pas qu'il y a un problème. Le problème, c'est si on ne résout pas le problème. Mm. Et ça, je peux te dire un truc, c'est qu'en termes d'expérience client, on l'entend, mais tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un client nous raconte une anecdote de j'étais chez une grande maison, j'ai acheté une chaussure très chère,
Il s'est passé ça et on m'a envoyé chier en me disant c'est de votre faute, monsieur, vous n'entretenez pas vos chaussures. Et le client de répondre mais attendez, mes chaussures elles ont 2 mois. Mmh. Comment voulez-vous? Non, non, monsieur, vous n'entretenez pas bien vos chaussures. Voilà, bah ça, typiquement, c'est interdit chez Colincourt. Tant pis, on refait 3 fois s'il faut, je m'en fous, mais je veux que le client soit content. Et ça, je pense que, c'est marrant, j'ai oublié d'en parler, mais c'est fondamental chez Colincourt, vraiment. Alors après, parfois, il y a des gens qui exagèrent, et à ce moment-là, bon, il faut rester cohérent. Donc parfois aussi, on dit non à des gens parce qu'ils exagèrent, mais c'est assez rare. Et les problèmes, heureusement, on en a très peu, mais en revanche, quand on en a, on dit jamais au client, on lui répond jamais avec de la mauvaise foi, quoi. Jamais, jamais, jamais. On a même tendance à être beaucoup trop gentil parfois. Euh, et voilà, mais parce que je pense que ça fait partie de ce qu'on est, quoi. C'est un peu c'est un peu notre signature. On est tellement concerné par ce qu'on fait qu'en fait, s'il y a un problème, on va chercher à le régler, quoi. Mais vous avez parfaitement raison. Enfin, c'est le traitement d'une réclamation client, si je puis dire, ou en tout cas quand il y a eu un moment de douleur et que le client vient te voir pour te le dire, la façon dont tu vas le traiter est hyper importante et je pense que c'est aussi très important d'avoir une ligne directrice, tu vois? Quand tu as des salariés, quand tu as plusieurs boutiques et tout, de faire passer un message clair. Voilà comment est-ce que vous devez répondre à tel scénario client et cetera et dire officiellement, quitte à faire un 4 par 3 que, on ne laisse pas le client partir avec son problème. C'est un message clair de l'entreprise, on assume ça et donc il faut le résoudre tout de suite. Hem, c'est hyper Bah, important. c'est exactement ce qu'on fait ou ce qu'on essaye de faire au quotidien. Mais c'est pas Bravo. toujours facile. C'est pas toujours facile parce que, et Mmh. là je parle pas pour moi, je parle pour mes équipes, parce que cette espèce de civilisation Amazon produit aussi des dérives. C'est-à-dire que, et moi c'est ce que j'explique à mon staff, enfin j'explique, pas besoin de leur expliquer, mais c'est ce que j'essaie de les sensibiliser là-dessus. C'est que en fait les gens dans leur vie au quotidien, la plupart du temps, se font bananer et se font envoyer chier par les entreprises auxquelles ils sont en train de se plaindre. Mais quand même, hein, très souvent, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'en tant que client, on est rarement pris en considération, quoi. Euh, alors, je généralise pas, il y a plein de gens qui font bien ça, hein, mais quand même, en général, quand on a un problème, on se dit, oh là là, ça va être la croix et la bannière, on va m'envoyer promener, on va me faire des tours dans l'eau. Et du coup, les gens sont tellement fatigués de ça que quand il y a un problème, y compris chez nous, ils commencent par aboyer. Et ça, c'est vachement dur à gérer. Ils sont ultra, enfin, agressifs ou défensifs, quoi, Ouais, parce ouais, 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 qu'ils ouais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on voit. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit les gens fondamentalement qui sont désagréables. C'est qu'en fait, mmh, en gros, dans leur tête, il se passe ça. Ah, encore un problème, j'en peux plus. Voilà. Et du coup, ils sont saoulés, quoi. Et ils sont saoulés pas par ce qui est arrivé sur leur paire de chaussures, mais en fait, ils sont saoulés un peu de façon générale sur leur expérience client. Et la plupart du temps, ils ont raison en plus. Ils ont raison. Ils sont pas traités comme ils devraient être traités. Euh, et, et, et du coup, bah, ça se répercute sur le reste, y compris sur ceux qui sont bienveillants et qui essayent d'être voilà, dans l'écoute, quoi. Et ça, c'est pas évident parce que moi, mon staff, ça reste des gens, ça reste des gens comme toi et moi, ça reste des êtres humains. Donc, il faut non seulement avoir cette mentalité de prendre en compte le problème du client, mais en plus être capable d'absorber le choc quand il y en a un. Et c'est pas toujours évident, mais on en parle souvent et on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Bon, heureusement, c'est quand même assez rare ces situations-là, quoi. Mais tu vois, on parlait du digital tout à l'heure. Par email, les gens sont devenus impolis. Moi, je le vois hein, autour de moi et tout ça. Très souvent, dans des entreprises, les gens entre eux, quand ils s'envoient des mails, ils se disent ni bonjour, ni au revoir, ni rien du tout. Genre, transmets-moi tel mail. Hein, enfin, je pense que tu as dû le vivre aussi. Et en mmh. fait, il y a une espèce d'accélération comme ça. On se dit tout ce qui est inutile, on le dégage. Et la politesse, parfois, est considérée comme inutile. Et en fait, quand on parlait d'expérience digitale, et ben voilà, très souvent les gens quand ils font une commande internet, si jamais ils ont une question à poser, bah, ils vont le faire avec leurs habitudes, c'est-à-dire souvent
une façon d'aller vite et d'être un peu sec. Et en fait, moi, à ce moment-là, ce que je dis à mes équipes, c'est plutôt que de répondre par email, parce que le mail produit cette sécheresse humaine, vous prenez votre téléphone et vous appelez les gens. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne que vous perceviez comme un peu agressive par mail est en fait hyper sympa et hyper compréhensive quand on l'a au téléphone. Voilà. Et là aussi, c'est de l'expérience client. C'est-à-dire éviter à mon staff et à moi-même d'ailleurs de glisser dans cette espèce de trou béant qui peut nous aspirer un peu d'habitude d'aller trop vite, de zapper la politesse et tout ça. Et je pense que c'est important. Mais c'est hyper juste, mais tu vois, c'est qu'on a l'habitude de parler à des bots, où tu es là, ce matin encore, je le faisais, il me manquait un relevé de banque, machin. Relevé de banque, oui, non, de parler à un humain, oui, machin. Et là, du coup, tu refais une vraie phrase, bonjour, etc. Mais c'est vrai que tout va hyper vite et où du coup, oui, effectivement, par défaut, on considère que peut-être que c'est un bot qu'il y a derrière et que par défaut, peut-être qu'on considère qu'on va pas être considéré quand on va venir en boutique parce qu'on a un problème avec la paire de souliers qu'on a acheté, tu vois, parce qu'on a eu l'habitude, peut-être avant, chez d'autres maisons, de se faire balader. C'est exactement ça. Voilà. Donc nous, enfin moi j'essaye de transmettre ça à mon équipe. On sait que la première vague, elle va être un peu haute, hein. En revanche, je leur dis et je leur répète, un problème, et ça on est à fond dans l'expérience client, un problème, c'est l'occasion de transformer un client qui aurait pu être fidèle en client ultra fidèle. Parce que s'il y a un problème, c'est une opportunité d'apporter une différence de traitement par rapport à ce qu'auraient fait d'autres maisons. Alléluia! Eh ma punaise, je suis bien contente d'entendre ça ce soir. Et ça, c'est incroyablement juste, quoi. Et en fait, souvent, c'est normal, mes gars, ils sont en train de courir dans leur journée et tout ça. Si quelqu'un arrive, on est dans ce scénario-là, hein, parce que ta question initiale, c'est quel est ton pire souvenir. Si quelqu'un arrive dans un magasin en disant oui, je comprends pas, j'ai un problème avec ma paire de chaussures et tout ça, c'est ce que j'appelle la première vague. C'est-à-dire qu'on se prend un peu l'hypercute. Mais si on arrive à passer cette vague, en revanche, derrière, ça peut être une mer lisse sur des centaines de kilomètres avec un soleil au zénith. En revanche, si on se noie dans la première vague, c'est la cata, quoi. Et alors, dernière question, Alexis. Qui est-ce que tu aurais envie d'entendre parler d'expérience client sur ce podcast? Qui est-ce qui t'inspire? Quelle marque, quelle maison t'inspire? Et où du coup, tu aimerais bien savoir ce qui s'y passe derrière. Ouais, mais je me sens un peu idiot là parce que je crois que c'est ta récurrence à la fin de tous tes podcasts. Et évidemment, je n'ai pas préparé la réponse à cette question. Mais on est pour la Écoute, spontanéité. ouais, je vais te dire un truc. J'aimerais bien entendre Yannick Aleno parce que c'est un mec qui est une méga star dans son domaine, qui a des business partout. C'est qui Yannick Aleno? Attends. Il y a Yannick Aleno, enfin. 3 étoiles Michelin, 3 étoiles Michelin sur plusieurs restaurants dans le monde, et notamment au Pavillon Le Doyen, où il a 3 restaurants, un gastronomique, un restaurant japonais qui s'appelle l'Abyss, et un restaurant un peu plus simple, disons. Voilà. Et en fait, ce monsieur, qui est une sommité dans son domaine, vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde, en tout cas c'est sa reconnaissance globale, et il m'est arrivé d'avoir la chance d'aller dîner ou déjeuner dans ces établissements. C'est hyper étonnant. Il est là, il est souriant, il discute avec des gens, et quand tu sais le backstage qu'il y a derrière dans sa tête, tous les emmerdes, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il y a sur sa to-do list, arriver à tout faire tout en conservant son talent, rester créatif et tout, c'est incroyable la performance que ce type-là arrive à réaliser au quotidien, quoi. Et quand on parle d'expérience client, je pense que c'est fabuleux parce que ce monsieur-là a dû percer quelques secrets, et ça m'intéresserait de l'entendre s'exprimer là-dessus, quoi. Mais t'es pas le premier à me parler de chef étoilé. Et du coup, on m'a mis sur la piste, mais très intéressant. Et du coup, je note bien évidemment la référence. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui adore les bonnes choses et les belles choses, donc Mais t'as bien forcément, ça raison. m'intéresserait aussi d'entendre quelqu'un dans ce domaine-là. Top, merci beaucoup Alexis. Merci à toi, Marine.
C'est avec grand plaisir que j'ai reçu Alexis. J'espère que cet échange vous aura plu et vous aura inspiré. Vous pouvez retrouver Alexis sur Instagram, sur LinkedIn, sur le site de Colincourt et en boutique si vous avez l'occasion d'y passer. Peut-être que vous ne croiserez pas forcément Alexis, mais vous rencontrerez une super équipe, de très beaux souliers et passerez un beau moment. Le client, c'est tous les mardis, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre petite newsletter. Promis, on ne vous spamme pas. On vous envoie juste un mail tous les mardis pour vous dire que le nouvel épisode est en ligne et pour vous dire de quoi est-ce qu'on va parler. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager le podcast autour de vous. Ça fait beaucoup de choses, je sais, vous en avez marre, mais ça nous aide vraiment beaucoup. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!